La rotation est une chose drôle. Pas dans le sens marrante, mais plutôt du genre étrange. Non seulement tu ne peux pas la sentir, mais toutes les choses la suivent. Des galaxies aux atomes, l'univers nous fait tourner. Étrangement, il a été plus difficile de prouver que la Terre tourne sur elle-même que de prouver que la Terre tourne autour du Soleil. En 1610, Galilée, le père de la science expérimentale, a fourni la première preuve que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Galilée a montré dans son télescope que Vénus passait par des phases comme la Lune. La seule conclusion possible était que Vénus tournait autour du Soleil. Affaire classée, les planètes tournent. Mais ce n'est que 241 ans plus tard, le 31 mars 1851 pour être exact, que Léon Foucault a prouvé que la Terre tournait elle aussi. Foucault a installé un pendule géant au plafond de 67 mètres de haut du Panthéon à Paris. Cela fait beaucoup de paix. Une foule de scientifiques et de journalistes observaient le sol tourner sous le pendule géant. « La Terre tourne !» crièrent-ils alors. C'est QFD. Un autre aspect étrange de la rotation est que, bien que la Terre tourne à une vitesse constante, la surface de la Terre se déplace à des vitesses différentes selon les latitudes. Il en va de même pour chaque planète et chaque étoile. À l'équateur, la surface de la Terre se déplace plus rapidement, à 1670 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui n'est que de 1225 km/h. À mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord ou sud, à 45 degrés de latitude, la Terre tourne à 1180 km/h. Si tu es au pôle nord ou sud, il te faudrait 24 heures pour faire un seul tour sur toi-même. Et ce serait en plus à la fois ennuyeux et froid. L'un des résultats de ces vitesses de rotation différentielles de la Terre est qu'elle crée des ceintures et des bandes non seulement dans l'atmosphère, mais aussi à la surface de la Terre. Jupiter, bien entendu, est célèbre pour les ceintures et les bandes dans ses nuages causées par la rotation rapide de la planète géante à environ 45 000 km/h. Les ceintures et les bandes à la surface de la Terre sont moins connues, mais nous en avons aussi. Nous avons de la glace blanche au pôle nord et sud, et entre les deux pôles, il y a une alternance de ceintures et de bandes de désert de sable sec et de végétation verte humide. Cette géographie essentielle est particulièrement visible lorsque l'on regarde la Terre tourner dans l'espace. Les agences spatiales utilisent la rotation différentielle de la Terre à leur avantage. Elles lancent leurs fusées aussi près que possible de l'équateur. La NASA utilise Cap Canaveral, près de la pointe sud de la Californie, et l'ESA, l'agence spatiale européenne, utilise le centre spatial de la Guyane, en Guyane française, en Amérique du Sud, presque exactement à l'équateur. Comme le sol sous une fusée près de l'équateur tourne à une plus grande vitesse, cela donne à la fusée une impulsion dans l'espace que les sites de lancement près des pôles ne peuvent pas fournir. On cherche toujours à économiser du carburant, tu vois. En parlant de Jupiter, comme je l'ai fait il y a environ 3 paragraphes, l'axe de rotation de la grande planète est encore moins incliné que celui du Soleil. Le Soleil est incliné à un angle d'environ 6 degrés, alors que Jupiter est incliné de 3 degrés seulement. Jupiter se tient presque parfaitement droit, ce qui, combiné à la grande vitesse à laquelle Jupiter tourne, sa journée entière dure moins de 10 heures. Cela fait de Jupiter un gyroscope géant. La stabilité gyroscopique de Jupiter, combinée à son énorme gravité, confère une stabilité à l'ensemble du système solaire. En d'autres termes, Jupiter empêche les facteurs de chaos de perturber les orbites des autres planètes. Si Jupiter ne tournait pas comme un gyroscope stable, le système solaire n'aurait jamais pu rester intact pendant les milliards d'années qu'il a connus. Les systèmes solaires des exoplanètes montrent des signes de chaos dans leurs orbites. Ils pourraient utiliser un gyroscope comme Jupiter pour les maintenir ensemble. La rotation est le véritable héros ici. Quant au Soleil, sa rotation différentielle a un effet important sur l'activité des taches solaires. Les taches solaires sont des points ou des taches qui apparaissent parfois à la surface du Soleil, généralement à des latitudes moyennes dans les hémisphères nord et sud du Soleil. Lorsque l'activité des taches solaires augmente sur le Soleil, les taches solaires commencent à se rapprocher de l'équateur. Peu de taches solaires sont visibles près des pôles. Avec la rotation différentielle, les gaz à l'équateur du Soleil se déplacent plus rapidement que les gaz au pôle de celui-ci. Ce mouvement différentiel des gaz tord les lignes de champ magnétique dans le Soleil, ce qui provoque leur rupture. Les taches solaires sont des éruptions magnétiques qui s'élèvent à la surface du Soleil, projettent des gaz électrisés loin dans l'espace et émettent un rayonnement ultraviolet très intense, souvent en direction de la Terre. Wow! Rassure-toi, la rotation différentielle de la Terre nous protège. Non seulement la Terre tourne de manière différentielle à sa surface, mais aussi en son centre.
Les études des relevés sismiques des ondes de choc des tremblements de terre indiquent que le noyau métallique de la Terre tourne légèrement plus vite que la surface de notre planète. Les scientifiques pensent que la rotation différentielle du noyau métallique de la Terre au sein du liquide métallique qui tourne plus lentement crée la magnétosphère qui part des pôles de la Terre et s'étend loin dans l'espace. Cette magnétosphère protège la Terre des gaz électrisés provenant du Soleil. Vive la rotation! Au loin! Le mégaséisme de 9.0 en 2011 au large des côtes du Japon a réorganisé la masse de la croûte terrestre et a provoqué une accélération de la rotation de la Terre. La journée a raccourci. Pas beaucoup plus court, 1,6 millionième de seconde. Mais nous sommes habitués à voir la rotation de la Terre ralentir. La rotation de la Terre, sous l'action de la marée due à l'effet gravitationnel de la Lune sur les océans, draine l'énergie cinétique de la rotation de la Terre, ce qui entraîne un ralentissement de la planète. Chaque jour devient plus long, environ 2 millièmes de seconde de plus. Eh bien, je dois encore ajuster ma montre. Les années bissextiles, nous le savons tous, sont celles où nous avons un jour au calendrier tous les 4 ans, le 29 février, pour redresser la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil, qui dure 365 jours et un quart. Mais les secondes intercalaires sont ajoutées aux horloges de temps à autre pour les synchroniser avec le ralentissement de la rotation de la Terre et permettre de rattraper le retard. Comme si la Terre se souciait de nos montres. 27 secondes intercalaires ont été ajoutées depuis 1972. La dernière seconde intercalaire a été ajoutée le 31 décembre 2016 et a fait afficher aux horloges 6h59 60 secondes PM. Oui, je ne l'avais pas remarqué non plus. Mais la rotation de la Terre s'est accélérée de manière inattendue ces derniers temps. Normalement, il faut 86 400 secondes à la Terre pour effectuer une rotation, mesurée par un ensemble d'horloges atomiques situées dans différents endroits de la planète et coordonnée par un service spécial à Paris. Oui, on paye des gens pour ça. Le 19 juillet 2020 a été le jour le plus court jamais enregistré, soit 1,46 millisecondes de moins que les 86 400 habituels. Nom de Dieu! Si cela continue encore pendant 5 ans, ils devront peut-être ajouter une seconde intercalaire négative pour synchroniser nos horloges avec la rotation croissante de la Terre. Les ordinateurs et les satellites ne vont pas aimer voir leurs horloges affichées, 1er janvier à 0h, et on dit que le temps ne peut pas reculer. Au moins, la Terre ne s'est pas mise à tourner à l'envers ou à s'arrêter complètement de tourner. Ce serait catastrophique. Tout s'écraserait en avant à la vitesse différentielle de rotation de la Terre. Pourtant, c'est ce qui semble être arrivé à la planète la plus proche de la Terre, Vénus. Vénus tourne très lentement en arrière, en rétrograde, et c'est très inhabituel. Comment cela se fait-il? Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi Vénus tourne en mouvement rétrograde, alors que toutes les autres planètes tournent en mouvement prograde, c'est-à-dire en avant. Les liquides à l'intérieur d'une sphère en rotation, comme une planète, ont beaucoup d'inertie. C'est pourquoi, lorsque tu sors un œuf du réfrigérateur, par exemple, et que tu essayes de le faire tourner, il ne tourne pas. Le liquide à l'intérieur reste immobile. Son inertie résiste à la tentative de le faire tourner. Cependant, si finalement, après de nombreux tours, tu parviens à faire tourner l'œuf cru, il sera difficile de l'arrêter de tourner. Si tu le prends et le reposes, l'œuf recommence à tourner. Parce que l'inertie du liquide à l'intérieur continue d'avancer. Tu as seulement empêché la coquille de tourner. Quelque chose comme ça a pu arriver à Vénus. Attends une minute. Vénus? Backspin? Tennis? Je pense qu'il y a un lien ici, quelque part. Nous savons que sur la planète Vénus, un jour est plus long qu'une année. Il faut plus de temps à Vénus pour faire une fois une rotation lente vers l'arrière qu'il ne lui faut pour faire une fois le tour du Soleil. Mais Vénus ralentit de façon spectaculaire, de 6,5 minutes au cours des 25 dernières années. S'il y a encore du liquide à l'intérieur de Vénus et que le mouvement se poursuit, nous pourrions voir Vénus arrêter complètement de tourner à l'envers et recommencer à tourner vers l'avant. Allez Vénus, fais comme tout le monde! Cette histoire de rotation rétrograde et prograde est assez mystérieuse. Il semble que tout a tendance à tourner dans un mouvement prograde. Si tu mets ta main droite en boule et que tu lèves ton pouce pour indiquer le nord, puis que tu recourbes ton poignet vers toi, tu effectues un mouvement prograde. Tes doigts du côté gauche de ta main se déplacent vers toi. Les trous noirs, les systèmes solaires, les galaxies, les atomes, les étoiles, etc. semblent tous tourner de manière prograde, selon l'angle sous lequel on les observe. Les expériences menées au Grand Collisionneur de Hadron indiquent que les particules subatomiques tournent vers la gauche, de manière prograde. Il semble donc que nous soyons dans un univers à gauche. Alors, pourquoi est-il si difficile de trouver un ouvre-boîte manuel ou un mètre-ruban pour gaucher?
Je n'en sais rien, c'est un vrai mystère. En juillet, lorsque nous sommes à environ 151 millions de kilomètres du Soleil, le monde est globalement plus chaud d'environ 2 degrés Celsius qu'en janvier, lorsque nous sommes 5 millions de kilomètres plus près. C'est parce qu'il y a plus de terres émergées dans l'hémisphère nord de la planète que dans l'hémisphère sud, et la Terre a tendance à se réchauffer plus que l'eau. Pendant l'été septentrional, en juillet, la surface de sol terrestre chauffée est plus étendue qu'en janvier. La planète se réchauffe donc un peu plus à cette époque, même si nous sommes plus éloignés de notre source de chaleur. Plus la Lune est proche de l'horizon, plus elle semble grande. Ce phénomène s'appelle l'illusion lunaire. L'une des théories visant à l'expliquer prétend que l'atmosphère joue le rôle d'une loupe, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère était impliquée dans cet effet, la Lune aurait l'air non pas plus grosse, mais plus petite. La plupart des experts pensent que l'illusion est créée par ton propre esprit, pouvant faire apparaître la Lune plus de 2 fois sa taille. Lorsque le satellite naturel de la Terre est haut dans le ciel, tu n'as aucun repère visuel pour savoir à quelle distance il se trouve. Mais lorsqu'il est près de l'horizon, tu peux voir les objets qui l'entourent en détail. Cela fait paraître la Lune plus grosse. Mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. Au fait, tu peux déjouer cette illusion en te penchant et en regardant la Lune à l'envers à travers tes jambes. Une journée sur Vénus est plus longue qu'une année sur Terre. Il faut en effet à la planète 243 jours terrestres pour tourner sur elle-même, et seulement 225 jours terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. Il y a environ 5 millions d'années, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie a propulsé une étoile à partir de lui-même, et elle voyage maintenant à travers la Voie lactée 10 fois plus vite que toute autre étoile. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète d'1 mètre de diamètre, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'a pas encore fini de se refroidir. La Terre et la Lune s'éloignent progressivement l'une de l'autre, aussi lentement que tes ongles poussent. C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle de notre satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre qui, à leur tour, tirent sur la Lune et la font accélérer. Cela déplace le satellite vers une orbite plus élevée. À l'époque préhistorique, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous ne sommes pas près de perdre la Lune. Plus elle s'éloigne, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit. Cela signifie que bientôt, notre planète ne repoussera plus la Lune avec une telle force. Découverte en 2017, Kelt 9b est la planète la plus chaude que nous connaissons. La prochaine fois que tu te plaindras de la chaleur lors d'une journée d'été torride, souviens-toi que les températures de cette planète peuvent atteindre 4300 degrés Celsius. C'est parce qu'elle orbite très près de son étoile, Kelt 9. Cette dernière est bien plus chaude et plus grosse que notre Soleil. Les experts pensent que l'étoile géante pourrait un jour faire s'évaporer la planète entière avec sa chaleur intense. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que les gens ont réussi à voir dans l'espace à l'aide de télescopes et d'autres instruments est de la matière normale. Elle est composée d'atomes et de molécules et représente moins de 5% de l'univers. Près des 3/4 de l'univers sont constitués d'énergie sombre. Les astronomes ne sauraient même pas que cette chose existe si, il y a plusieurs décennies, ils n'avaient pas découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Bien au contraire, elle s'accélérait. Cela signifiait qu'il devait y avoir une force énigmatique qui contrecarrait la gravité, celle que l'on a surnommée énergie sombre. La soudure à froid est un phénomène dans l'espace où 2 pièces du même métal s'assemblent sans effort et sans chaleur. Il y a environ 700 millions d'années, un événement mystérieux s'est produit et pourrait avoir transformé Vénus en ce qu'elle est aujourd'hui. Certes, les astronomes ne peuvent pas voir directement la surface de la planète, car elle est recouverte de plusieurs couches d'épais nuages. Mais les missions spatiales envoyées sur la planète ont découvert que Vénus est parsemée de volcans crachant du feu, de montagnes massives, d'innombrables cratères et de gigantesques plaines de lave. Les températures sur la planète sont si incroyablement élevées qu'elles pourraient faire fondre le plomb. Et la pression atmosphérique est si forte qu'elle écraserait instantanément tout être vivant assez téméraire pour y mettre les pieds. Comme si cela ne suffisait pas, l'atmosphère de la planète est remplie de nuages nocifs d'acide sulfurique, dont l'odeur est bien pire que les œufs pourris.
le dioxyde de carbone, le principal composant de l'atmosphère de Vénus, ainsi que le tristement célèbre acide sulfurique, créent un puissant effet de serre. Par conséquent, la basse atmosphère et la surface de la planète sont parmi les endroits les plus chauds de tout le système solaire. Les étoiles à neutrons ont la taille d'une petite ville, mais leur masse est environ 1,4 fois celle du Soleil. Elles se forment lorsque des étoiles massives meurent et que leurs noyaux s'effondrent sur eux-mêmes. Le noyau continue à se replier sur lui-même jusqu'à ce que tous les électrons soient écrasés, ne laissant que des neutrons. Cela fait des étoiles à neutrons parmi les objets les plus denses de l'univers. En fait, une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Bien sûr, obtenir cet échantillon et le rapporter sur Terre serait une tâche difficile, car la gravité sur une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité sur notre planète. À cause de l'effet de la Lune sur la Terre, notre planète tourne de plus en plus lentement. Mais cela est très progressif. Elle perd environ 17 millisecondes tous les 100 ans. Il faudra donc 140 millions d'années avant que nous ne puissions ajouter une seule heure à une journée. Mais cela signifie aussi que lorsque les dinosaures existaient, les jours ne comptaient que 23 heures. Il y a très peu d'activité à l'intérieur de la Lune. De plus, il n'y a presque pas d'atmosphère autour. C'est pourquoi les scientifiques peuvent retracer les cratères d'impact qui jonchent la surface du satellite sur des milliards d'années. En datant les cratères, les astronomes ont découvert que la Lune, tout comme notre planète, a subi un grand bombardement tardif il y a environ 4 milliards d'années. Cet événement est également connu sous le nom de cataclysme lunaire et a duré plusieurs centaines de millions d'années. Pendant cette période, une quantité anormalement élevée d'astéroïdes sont entrés en collision avec la Terre, Mercure, Mars et Vénus. La toute dernière théorie scientifique en la matière affirme que Vénus aurait pu avoir un climat agréable et stable pendant des milliards d'années avant que quelque chose ne change la donne. Les astronomes ont fait des recherches approfondies et ont construit un modèle d'un monde virtuel semblable à Vénus. Ce modèle a démontré que pendant la majeure partie de son histoire, la planète chaude avait des océans avec de l'eau liquide, des températures adéquates à la vie et des plaques tectoniques stables. En fait, la planète ressemblait à la Terre telle qu'elle était au début de son existence. Les scientifiques supposent que cette période de développement semblable à la Terre a pu durer plus de 3 milliards d'années. Saturne est une planète avec des vents qui se déplacent à plus de 1770 km/h à l'équateur. C'est aussi la planète qui possède les anneaux les plus proéminents. L'atmosphère de Saturne n'est pas vraiment différente de sa surface. Mais plus tu t'enfonces, plus la pression augmente et l'hydrogène devient liquide. Plus loin vers le centre de la planète, ce gaz liquéfié se transforme en hydrogène métallique. Comme Jupiter, Saturne pourrait avoir un noyau rocheux, entouré d'hydrogène et d'hélium. D'un autre côté, même s'il est composé de matériaux rocheux, le noyau peut toujours être liquide. Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans et leurs efforts ont certainement porté leurs fruits. Toutes les planètes de notre système solaire ont maintenant été explorées, même les planètes naines, Pluton et Cérès. La plupart des explorations ont été réalisées par le programme Voyager de la NASA, qui a débuté en 1977. Voyager 1 et 2 ont recueilli des informations sur les planètes, leurs lunes et leur système unique d'anneaux et de champs magnétiques. Ces vaisseaux jumeaux continuent d'envoyer des données à la Terre, et Voyager 1 est actuellement dans l'espace interstellaire. Le ciel peut sembler assez paisible quand tu le regardes depuis la Terre. Mais la Voie lactée se dirige vers une collision massive avec la galaxie d'Andromède. Dans 4 milliards d'années, tu peux régler ton alarme, ces galaxies se rencontreront et aucune ne survivra. Les étoiles seront écrasées et les constellations seront détruites. Finalement, les deux géantes fusionneront et formeront une galaxie elliptique. Mais selon National Geographic, notre Soleil et la Terre survivront. Toutes les formes de vie sur Terre auront droit à un spectacle splendide lorsque les galaxies se rejoindront. Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottants, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel, et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre.
Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés. Et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil. Ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre. Car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloigné du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière. Et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps. Si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre.
Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnant dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ?